Bienvenue à Actuel Média Burkina Faso, à l'émission Droit au but. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'ex-député Alexandre Sankara. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alexandre Sankara n'a pas été réélu député. Pourtant, vous semblez avoir l'engagement et vous êtes écouté par la population. C'est vrai. En tout cas, ma non-réélection m'a beaucoup surpris parce que, comme vous dites, je suis bien écouté par la population, je suis un homme engagé. J'ai mené une campagne formidable, mais bon, vous savez, ces élections-là, il y a deux faits majeurs qui l'ont marqué. D'abord, il fallait avoir beaucoup d'argent, ce que je n'en avais pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais j'étais sur le terrain, j'ai constaté, voilà, des visus de moi-même, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Quand tu bats campagne sur le terrain, tu vois ce que tes adversaires déversent comme moyen financier et matériel sur le terrain. Bon, donc, ce n'est pas caché. Est-ce à dire que ce que l'opposition reprochait au parti au pouvoir, juste avant les élections, de fraude et bien sûr de corruption, cela est avéré? Bon, avéré ou pas, moi je n'ai pas les preuves, mais je suis convaincu que ce ne sont pas les résultats d'Alexandre Sankara comme ça au Kadiogo. Voilà, mais comme je n'ai pas de preuves qu'on m'a volé ma victoire, je préfère m'en tenir voilà, aux résultats proclamés par la CENI et confirmés par le Conseil constitutionnel. Mais j'ai la ferme conviction que quelque chose de pas net s'est passé. Quelque chose de pas net. Exact. Vous avez été volé, tout simplement. Oui, pour dire la vérité, on m'a volé ma victoire parce que, bon, entre griffes, vous savez, moi j'étais dans une position où je ne soutenais ni la majorité, je n'étais ni de l'opposition. Donc j'ai été tapé des deux côtés. Ceux de l'opposition me reprochaient d'être un peu en acquaintance avec la majorité. Ceux de la majorité me tapaient dessus parce qu'ils pensaient que j'étais de l'opposition. Donc voilà, je n'ai pas été du tout, ça n'a pas été du tout cadeau pour moi de part et d'autre. Est-ce que ce n'est pas cet état de fait qui a vraiment contribué à votre défaite? Parce que beaucoup vous ont connu à l'UNIR-PS avec l'œuf. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes revenu avec un nouveau parti. Oui. Oui, c'est vrai, qui n'était pas connu, c'est vrai. La jeunesse du parti aussi a joué. Bon, donc je ne peux pas nier ce fait-là, parce que c'est un parti très jeune, donc qui n'a pas eu le temps de se faire connaître. Bon, mais en plus de ça, cela seul ne justifie pas mon échec. Il y a bien d'autres contingences dont je parlais tantôt. Alors, quelle serait votre position dans tout ça? Rejoindre l'opposition avec les CEFOP, dirigé par un nouveau responsable, notamment Idi Komboibo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, ou tout simplement le parti à la majorité comme votre parti, votre ex-parti, l'UNIR-PS? Bon, mon parti, comme je dis, moi je suis dans un nouveau parti, les progressistes unis pour le renouveau, le PUR. À l'issue, le parti, lorsqu'il a été créé, il a adopté une position qu'on appelait les NINI, c'est-à-dire ni de la majorité ni de l'opposition. Et il se disait qu'à l'issue des élections législatives, le parti allait se déterminer. Donc, je préfère réserver cette question au parti. Le parti ne s'est pas encore réuni pour décider définitivement s'il va rester dans les NINI ou s'il va rejoindre la majorité ou bien rejoindre l'opposition. Les instances du parti vont se réunir bientôt. Et cette question sera tranchée définitivement. Alexandre Sankara, personnellement, veut rester à l'opposition ou aller à la majorité? Mon cœur est à l'opposition, mais ma raison est à la majorité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon cœur est à l'opposition parce que, vous savez, quand on fait plus de 20 ans à l'opposition, c'est difficile de s'en passer. On est, comme on dit, accroché à ça. Et puis, c'est beaucoup plus facile. Parce que quand on est de l'opposition, comme je disais les années passées, la critique est facile. Et moi, j'aime la critique. Bon, mais ma raison est à la majorité parce qu'il faut être raisonnable. Aujourd'hui, ceux qui sont à la majorité, ce sont ceux qui ont fait l'insurrection des 30 et 31 octobre.
dont moi, parce que mon parti, l'UNIPS, était voilà, le cheval de Troie qui a conduit à l'insurrection. Je pense qu'il est temps peut-être de laisser cette opposition à ceux qui ont été les victimes des 30 et 31 octobre, notamment le CDP et ses alliés, ADF, RDA et autres. Je crois qu'aujourd'hui, la tendance est que les insurgés puissent se retrouver dans un grand rassemblement pour essayer enfin de continuer l'œuvre qu'ils ont entamée les 30 et 31 octobre, c'est-à-dire améliorer la gouvernance, bâtir une démocratie à l'image et aux aspirations du peuple burkinabé. Est-ce que cette position, c'est pas tout simplement aller à la soupe, comme on aime le dire dans le langage? Oh oui, malheureusement, mais vous savez, c'est ça. Vous voyez, tous ceux qui ont dit ça, ça les rattrape aujourd'hui. Vous voyez, l'UPC à l'époque, quand je me rappelle, hein, en 2015, après les élections, quand nous avons décidé à l'UNI de rejoindre la majorité, bon, on nous a taxé de tout, on veut aller à la soupe, on est fatigué de l'opposition. À l'époque, j'étais chargé au sein de l'UNI d'expliquer aux gens, et je crois que j'ai expliqué, j'ai dit aux gens, c'est des questions contextuelles et des questions de circonstances. Alors aujourd'hui, ceux qui nous ont attaqués, qui nous ont vilipendés, qui nous ont insultés sur les réseaux sociaux, dans tous les médias, se retrouvent aujourd'hui en train d'aller à la majorité, sans que les raisons ne soient véritablement valables, comme en 2015. Parce qu'en 2015, nous avons dit, nous venons de chasser le CDP, de Blaise Compaoré au pouvoir. On ne peut pas, quelques mois après, revenir s'asseoir à l'opposition avec eux pour les aider encore à reconquérir le pouvoir d'État. Il serait bien séant que ceux qui ont bataillé ensemble puissent se retrouver dans un cadre et puis essayer de travailler à approfondir donc ce pourquoi les gens sont sortis dans les rues les 30 et 31 octobre. Alors, si Alexandre Sankara va aller à la majorité, pourquoi avoir quitté l'UNIPS pour aller dans un autre parti et rejoindre toujours la majorité? Non, il faut qu'on soit très clair, parce que lorsque mes problèmes avec l'UNIPS ont commencé, j'ai dit ce n'est pas lié à l'appartenance de l'UNIPS à la majorité. Parce que comme je vous le disais, moi-même j'étais de ceux qui ont défendu cette appartenance-là et j'étais chargé de l'expliquer. Je crois que je l'ai bien expliqué aux populations à l'époque. Ça n'a rien à voir. Même si je faisais des critiques à l'interne de mon parti pour dire notre appartenance à la majorité ne veut pas dire que nous devrons perdre notre âme, perdre nos principes de lutte que tout le monde connaît. Nous sommes des sankaristes. Et donc, c'est cette critique que je faisais à l'interne. Donc, ça n'a rien à voir. Les problèmes qui sont survenus au sein de mon parti sont des problèmes internes au parti qui ont fini par... Et quels peuvent être ces partis, ces problèmes? Bon, je crois que j'en ai recherché beaucoup. Pour rapidement revenir là-dessus, il y a d'abord des problèmes de leadership. Des problèmes de leadership. Il y a des problèmes de gestion du parti. Il y a aussi des problèmes de vision quant à l'avenir de notre parti. Moi, j'ai fait une critique simple. J'ai dit, à l'issue des élections de 2015, j'ai dit, bon, Maître Sankara, qui est mon grand frère, a beaucoup apporté au sankarisme. Il a donné beaucoup, mais il faut reconnaître qu'il est arrivé aussi à bout. Il faut que nous changions de leader. Chacun, dans la lutte que nous avons entamée depuis 1987, a apporté. À des étapes historiques bien données, chacun apporte sa contribution. Mais à un moment donné, il faut être lucide pour dire, bon, nous sommes arrivés à une étape, il faut passer à une autre. Maître Sankara, quand nous créons l'UNIPS, on avait 3 objectifs. Et je rappelle toujours ça aux gens. Le premier objectif, c'était de rendre justice à Thomas Sankara. Le deuxième objectif, c'était de mettre fin au régime de Blaise Compaoré. Et le troisième objectif, enfin, c'était de conquérir et gérer le pouvoir d'État à l'image de notre leader qui est Thomas Sankara. Voilà nos 3 objectifs. Bon, avec l'UNIPS, avec Maître Sankara, nous avons atteint presque les 2 objectifs. C'est-à-dire, on a réhabilité Sankara, les peuples africains et les peuples du monde entier aujourd'hui ont réhabilité Sankara. La réhabilitation judiciaire est en cours de route. Blaise Compaoré l'a chassé du pouvoir. Alors, le troisième objectif, conquérir et gérer le pouvoir d'État, j'ai dit, on ne peut pas atteindre cet objectif avec Maître Sankara à la tête. Donc, si on vous suit logiquement, c'est comme si l'UNIPS était ou est géré tout simplement comme une entreprise familiale. Non, c'est pas, pas géré comme une entreprise familiale, mais
en tout cas, quand je pose les problèmes de gestion, c'est que chaque homme a des limites. En tant que chef du parti, il a des limites dans la gestion du parti. C'est ça que j'ai dénoncé, les limites aussi bien dans la gestion des hommes, dans la gestion des ressources financières, dans la gestion même au quotidien du parti. C'est l'alternance. Ensuite, la question fondamentale, c'était l'alternance. Moi, j'étais pour ceux qui disaient il faut, au congrès de 2016, puisque immédiatement après les élections de 2015, nous sommes partis à un congrès. J'ai dit, c'est maintenant qu'il faut prôner l'alternance à la tête du parti. Maître Sankara doit aller se reposer, être celui-là auprès de qui, nous les jeunes, nous allons venir nous ressourcer, prendre conseil, mais il ne peut plus véritablement, objectivement, il ne peut plus nous amener là où nous voulons aller. Et je suis allé le lui dire en face. Moi, je ne tire pas derrière les dos, non. Ben, à vous écouter, Maître Sankara qui prône la démocratie, l'alternance, semble ne pas être prêt vraiment à appliquer ce qu'il prône. Donc, du genre, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Bon, c'est l'impression que j'ai eue pendant ces longues années. Mais bon, je pense qu'il est en train de relativiser parce que si vous vous rappelez, l'UNIPS a fait un congrès extraordinaire, je crois, en 2020, où, à la grande surprise de tout le monde, Maître Sankara a déclaré qu'il quittait la tête du parti. Bon, il a fallu une résolution du congrès pour lui dire non, reste jusqu'aux prochaines élections, donc aux élections du 22 novembre 2020. Donc, on s'est dit qu'il va respecter ce qu'il a dit, parce qu'il avait dit qu'il restait, mais juste pour aller jusqu'aux élections. Et après, il fallait que le parti trouve quelqu'un d'autre pour le remplacer. Donc, j'ai dit, bon, vous voyez, c'est que moi, j'ai demandé depuis 2016, et qui a valu toutes ces guéguerres, ces incompréhensions, ces divorces-là, on finit par l'accepter. Voilà, 4 ou 5 ans après. Bon, mais c'est comme ça. Moi, j'étais déjà en avance sur, voilà. Alors, on va parler maintenant du nouveau gouvernement. Nous savons que Roch Marc Christian Kaboré a été réélu avec 57% des voix. Et il a également la majorité à l'Assemblée nationale. Quelle appréciation vous faites du nouveau gouvernement qui a été mis en place? Surtout quand on sait que votre ex-compagnon de lutte pour le départ de Blaise Compaoré du pouvoir est devenu ministre d'État chargé de la réconciliation. Bah, ce qui fait rire quand même pour certains, parce que Zéphirin qui a contribué à assassiner Blaise Compaoré veut contribuer à le faire revenir et le réconcilier avec la population. Bon, c'est vrai, c'est la grande, faut dire que c'est la grande surprise de ce gouvernement-là. L'entrée de Zéphirin Diabré, donc de l'UPC, à la majorité, notamment avec le poste de ministre d'État rattaché à la présidence chargé donc de la réconciliation et de la cohésion sociale. C'est la grande surprise. Mais bon, les observateurs avertis voyaient ça un peu venir quand on regardait déjà voilà, les déclarations et les dits et les non-dits de l'UPC au vu de leurs résultats aux sorties des élections législatives. 33 députés en 2015 pour se retrouver avec 12 députés en 2020. Bon, les conclusions étaient vite tirées. Donc, on voyait venir. Mais bon, qu'à cela ne tienne, en tout cas, c'est une surprise. Quoique je trouve que ce pourquoi on l'a nommé, est-ce qu'il va réussir sa mission? Parce que c'est réconcilier qui avec qui et comment réconcilier. Voilà les deux grandes interrogations. Pourquoi d'abord se réconcilier? Est-ce qu'il y a nécessité de se réconcilier? Qui est en bagarre contre qui a fait quoi à qui, et pourquoi est-ce que ça nécessite véritablement une réconciliation, etc. Parce que moi, je dis toujours aux gens, le Burkina n'a pas connu une guerre civile. Non, le Burkina a juste connu un changement de régime. Et ça arrive dans tous les pays, que ce soit par insurrection, par coup d'État ou par des élections. Des gens changent de... Voilà, d'autres quittent le pouvoir et d'autres viennent. Est-ce que ça vaut la peine de dire qu'il faut se réconcilier? Parce que quelqu'un ou un groupe de gens ont perdu le pouvoir. Je n'en sais pas. Mais bon, quand cela ne tienne, je vois que c'est devenu la messe proclamée par tout le monde. Bon, on va attendre de voir comment M. Diabré va mettre tout ça en chantier et qu'est-ce qu'on met dedans. Moi, je vais connaître le contenu de cette réconciliation. Est-ce que ce n'est pas une structure, sinon un ministère de plus, sinon de trop, surtout quand on sait qu'il y a le Haskoun qui devait pouvoir jouer pleinement les missions qui ont été confiées à M. Zéphirin Diabré? Je pense que
c'est plutôt à la création du ministère, c'est plutôt juste des questions politiciennes. Hein. Alors, vous voyez, M. Firen Diabré veut venir à la majorité. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour lui, au vu de sa stature? Alors, quel ministère faut-il lui donner, à part le premier ministère? Bon, est-ce que si c'est lui-même qui doit rentrer dans le gouvernement, bon, quel autre ministère il faut lui donner, ainsi de suite. Bon, moi, je pense que c'est beaucoup plus lié à ces questions politico-politiciennes, conduit donc à la création de ce ministère un peu surréaliste. Quelque chose pour récompenser les amis. Bon, en tout cas, pour peut-être pas pour récompenser, mais pour c'est aussi un piège. Merci. Voilà, dire merci et puis bon, dire bon, écoute, voilà, on t'avait bien dit qu'il fallait venir depuis 2015. Bon, tu as trop traîné, mais c'est pas grave, viens. Voilà. Alors, d'accord. Maintenant, on va parler de quelqu'un, Salif Diallo. Vous avez déclaré en août 2020, lors de votre passage dans les locaux de Burkina 24, je cite, « Salif Diallo savait qu'il nous tuait à petit feu ». Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, oui, peut-être qu'à l'époque, je ne m'étais pas bien expliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, le fait d'avoir cherché à rallier les sankaristes, notamment l'unir à la majorité, ce n'est pas seulement pour notre nombre. On n'avait que 5 députés. Salif Diallo et les MPP savaient bien qu'ils pouvaient trouver d'autres députés dans d'autres partis pour créer cette... même si l'UNI refusait de venir. Mais l'objectif était autre. D'abord, c'était de dire à la face du monde, notamment des Burkinabés, vous voyez, même les sankaristes sont avec nous. Voilà. Ça légitimait en quelque sorte leur régime, leur pouvoir, qui est taxé à tort ou à raison d'avoir été de connivence avec Blaise Compaoré dans l'assassinat du président Thomas Sankara. Vous voyez l'importance que ça revêt sur le plan psychologique et surtout au niveau même international, auprès des bailleurs de fonds et des autres pays, etc. Vous voyez, nous avons réussi à faire venir le plus grand parti sankariste du Burkina qui est avec nous. Alors, et donc ça c'était le premier objectif. Deuxièmement, j'ai dit, quand vous prenez ce contexte, alors les gens vont, et ça n'a pas manqué de nous revenir à la face, hein, les gens nous ont beaucoup critiqué. Comment vous pouvez aller vous asseoir avec des gens qui ont... Surtout qu'on accusait d'être responsable de la mort de Sankara. Donc, d'une manière ou d'une autre, cet état de fait se déteint sur nous, allait se déteindre sur nous. Voilà. Et à petit feu, bon, les gens allaient se dire, mais est-ce que nous méritons encore leur confiance? Voilà l'analyse que j'ai voulu faire pour que les gens comprennent que... Mais je suis sûr que, comme je le disais, lui, il était conscient de ce qu'il faisait. Peut-être que nous, on n'a pas trop mesuré. Bon, mais bon, tout ça, c'est derrière nous. Je crois que... Alors, on sait que le monde actuel vit de sérieux problèmes avec la pandémie de Covid-19. Bon, cette remontée, beaucoup de gens ne semblent pas être convaincus parce qu'ils estiment que les responsables politiques du Burkina, quand ils battaient campagne, ils n'ont jamais dit que le nombre augmente. C'est vrai, malheureusement. Et c'est juste après l'élection, voilà. D'autres voient des situations sociales qui pourraient mettre en difficulté le gouvernement élu, ce qui les amène tout simplement à augmenter les chiffres, sinon le nombre de contaminations pour apeurer davantage les gens. Non, je crois que ça c'est une vue de l'esprit. La maladie est là, elle existe, les chiffres sont réels, sinon même en deçà, parce que nous n'avons pas encore atteint les tests systématiques, voilà, grandeur nature. Donc, les résultats qu'on montre, c'est ceux qui acceptent d'aller se dépister. Donc, les chiffres sont en deçà même de la réalité. C'est vrai, la critique qu'on fait aux politiciens sont normales et vérifiées parce que pendant la campagne, aucun parti politique n'a prôné les mesures barrières. On remplissait les stades, on remplissait les stalles. On faisait des concerts à ciel ouvert, etc., qui sont source de contamination. Donc, pour le citoyen lambda, c'est difficile aujourd'hui de venir dire non, il ne faut pas aller à la messe, il faut fermer le marché, il ne faut pas t'asseoir dans un bar parce que vous risquez de vous contaminer. Donc il y a cette contradiction qui malheureusement a été entretenue par nous-mêmes les politiciens. Mais bon.
est-ce que cela ne va pas contribuer à remettre en cause l'autorité de l'État? Parce qu'aujourd'hui, si on dit aux gens qu'on va confiner, on va fermer les églises, les mosquées, les gens. Bien sûr, ça contribue. C'est ça aussi le problème de nous, les policiers. Nous avons un discours contradictoire. Voilà, parce que, bon, vous faites ça et demain, vous venez dire aux gens, faites autre chose. Les gens se disent non. Pourquoi? Si vous faites vos meetings, il n'y a pas de Covid-19, maintenant, moi, je vais ouvrir ma boutique ou ouvrir mon maquis, on dit il y a Covid-19. Bon, donc, naturellement, que les gens ne croiront plus à la parole de l'État, l'autorité de l'État ne sera plus respectée, donc, bonjour, les dégâts. Mais, quand cela ne tienne, la maladie est réelle, les chiffres sont en deçà de la réalité. Il faut que chacun se protège et qu'il protège les autres. Alors, merci d'avoir suivi Droit au but sur Actuel Média Burkina Faso avec l'ex-député Alexandre Sankara. Nous espérons que vous avez beaucoup appris avec lui à travers cet entretien. Vous pourriez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux en bas de votre écran et à la prochaine.